Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la route nationale numéro 3, au bord de la rupture ce lundi, des signes de fissure, signes d'affaissement de la route, ont sémé la panique jusqu'au sommet de l'État. La circulation a été interrompue durant toute la journée. Un véritable manque à gagner pour les opérateurs économiques, un calvaire pour les usagers qui se déplaçaient sur l'axe Douala-Yaoundé. Vous les écouterez. En ouverture de ce journal, une escroquerie, une enquête judiciaire vient d'être ouverte au cœur d'une escroquerie immobilière évaluée à plus d'1 milliard de francs CFA. Et la suspecte numéro 1 n'est autre que la promotrice de ce projet controversé de construction de plusieurs logements à Douala. Elle vient d'être convoquée à la police à Yaoundé ce soir. Equinox Télévision vous donnera tous les éléments pour comprendre les témoignages accablants des victimes, mais aussi la ligne de défense, la promotrice de ce projet controversé, d'un projet donc immobilier évalué à plusieurs milliards de francs CFA, où plus de 200 familles sont aux abois. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images de cette route nationale numéro 3, encore sous les signes d'un affaissement, d'un effondrement d'une buse métallique. Vous le voyez en image, la circulation a été interrompue durant toute la journée. Ce lundi, la route nationale numéro 3, au bord de la rupture, les fissures, signes de l'effondrement de plusieurs buses métalliques, ont sémé la panique. La circulation a été interrompue. Le gouverneur du littoral s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Également, le ministre des Travaux publics est également descendu sur les lieux pour apprécier, évaluer les risques d'effondrement des buses métalliques. Le scénario du cauchemar du 21 octobre 2016 était dans tous les esprits des autorités, mais aussi des populations. Les voies de contournement étaient bien compliquées, notamment entre l'axe Pouma et Edeya, là où ces buses métalliques se sont en train de s'effondrer au grand désarroi des usagers, vous le voyez en image, qui ont dû se déplacer à pied pour pouvoir contourner le périmètre de danger. Les autorités mobilisées, elles rassurent que toutes les mesures sont en train d'être prises pour réhabiliter ces différentes buses métalliques. C'est la troisième fois en l'espace d'un an que des buses métalliques menacent de s'effondrer, et certaines s'effondrent même sur l'axe Douala-Yaoundé. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions des voyageurs qui ont vécu le calvaire durant toute la journée, notamment entre l'axe Pouma et Edeya, où ces buses métalliques menacent de s'effondrer. Et qu'est-ce qui se passe réellement? On dit que soit le pont a fait commencer à affaisser là-bas devant. On est allé constater, on va trouver qu'un côté le pont s'est affaissé et l'autre côté ça ne s'est pas encore affaissé. On dit donc que les camions chargés ne peuvent pas passer. Donc vous êtes garé là depuis le matin, depuis les alentours de 10 heures. Nous sommes là jusqu'à maintenant. Hein? Depuis les alentours de 10 heures, nous sommes là. On attend, on voit les voitures passer et on ne nous dit rien. Chaque jour, les ponts vont s'affaisser et ça s'est affaissé depuis. C'est un truc qu'on devait arranger depuis fort longtemps. On dit prévention routière, mais cette prévention n'existe pas. Encore une conférence de presse interdite à Yaoundé, alors que les syndicats nationaux des transports routiers souhaitent édifier l'opinion sur les tracasseries et entraves à leur activité au Cameroun. La police a sauté sur les organisateurs pour les empêcher de tenir cette conférence, laquelle venait d'être interdite. Une décision du sous-préfet de Yaoundé 2, critiquée par ces syndicalistes. Je vous propose d'écouter Jean Collins Desfosso, qui s'exprime sur les principales revendications des transporteurs routiers. On a la preuve par neuf que la démocratie est chancelante au Cameroun. Il me semble que les conventions internationales ratifiées par l'État du Cameroun, en l'occurrence la Convention 87 et la Convention 98, donnent le droit aux syndicats de tenir
les réunions publiques dans leur siège sans toutefois informer quelque hiérarchie gouvernementale que ce soit. C'est un lieu quand même qui ressortit du système des Nations Unies. Donc nous sommes libres de tenir des réunions dans nos bourses sans informer monsieur le sous-préfet. Et nous étions surpris ce matin d'être envahis carrément par la police qui nous interdisait d'informer l'opinion nationale et internationale sur les problèmes que rencontrent les travailleurs des transports du Cameroun. Le premier, c'est le transport clandestin. Comment peut-on comprendre qu'il y a des gens au Cameroun qui payent les papiers pour exercer une profession et qu'à côté, vous avez des personnes qui exercent une économie parallèle, infiltrent le milieu, transportent allègrement, et on vous dit que c'est les policiers qui le font, on vous dit que c'est les gendarmes. Maintenant, quand vous dites au gouvernement, faisons quelque chose, ils vous abandonnent. Le carburant, par exemple, on nous avait dit depuis 2015 que quand les prix sur le marché international grimpent, forcément le prix à la pompe va grimper. Maintenant, lorsque le prix baisse sur le marché international, normalement, les prix devraient baisser. Mais depuis 2015, les prix n'ont pas changé à la pompe. C'est un problème. Depuis 2006, nous avons signé une convention collective pour les transporteurs routiers par camion avec le gouvernement. Depuis 2009, nous avons signé une convention collective avec pour les transporteurs urbains et interurbains avec le gouvernement. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas appliqué. Comment comprendre un chauffeur, il part de Yaoundé-Bamenda avec 35 passagers dans une coastère, son salaire c'est 35 000 francs à la fin du mois. Comment comprendre un chauffeur, il part de Douala pour Yaoundé avec 70 personnes dans son bus, son salaire c'est 60 000 francs. Salaire qu'on ne paye même presque pas. Vous allez remarquer que très peu sont ces chauffeurs-là qui sont affiliés à la CNPS. Et quand même ils sont mal affiliés, l'affiliation est minorée. Les chauffeurs ne sont pas des esclaves. Notre pays nous appartient à nous tous. Et il est temps que le gouvernement fasse tout pour jouer son rôle. S'il ne le joue pas, je peux vous rassurer que le 25 septembre, nous allons déposer les véhicules au Cameroun. Vodafone Cameroun subit les foudres de ses abonnés qui ont subi donc cette suspension inexpliquée de la connexion Internet. La Ligue des consommateurs exige le remboursement des frais de connexion des différents abonnés dans un délai de 15 jours. L'entreprise des télécommunications tente de se justifier sans véritablement rassurer ces milliers de Camerounais qui espéraient ainsi avoir une meilleure connexion Internet. Reportage, Kate Diarra. C'est dans la nuit du jeudi 14 septembre 2017 que les abonnés de Vodafone Cameroun ont avec stupéfaction constaté la suspension de leur connexion Internet. Le réseau, qui subissait depuis plusieurs jours déjà de multiples perturbations, a subitement arrêté d'émettre. Ce n'est que le lendemain que des messages liés à cette suspension ont commencé à être livrés aux abonnés. Chers clients, pour des raisons indépendantes à notre volonté, le service est momentanément suspendu. Nos sincères excuses pour le désagrément engendré. Sur la page officielle du fournisseur d'accès Internet, un communiqué officiel a été publié le 15 septembre. Une centaine de réactions de la part des abonnés. D'aucuns compatissent, d'autres par contre sont très en colère. L'abonné Facebook, Matchen Mirla, a écrit, je cite, « Je fais quoi du modem et du forfait en cours ?» Fin de citation. Balbine Irène Oanda, apparemment revendeuse, les sommes au plus vite de résoudre la difficulté car elle se retrouve selon ses dires dans de nombreux problèmes avec des clients. Tandis que Xavier Cascadina va plus loin et menace le fournisseur de le traîner devant les tribunaux. Face à cette pluie de réactions, l'administrateur de la page choisit soit de répondre à certains commentaires, soit tout simplement de garder le silence. Mais à chaque fois, le consommateur est caressé dans le sens du poil, rassuré. En effet, les difficultés de Vodafone Cameroun, fournisseur d'accès Internet, se précisent avec les multiples sorties du ministre des Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, qui sonne la fin de la tolérance administrative dans son secteur d'activité et somme tous ceux qui y évoluent de s'acquitter du paiement de leur licence. La loi au Cameroun permet d'obtenir des autorisations, concessions, licences, première, deuxième catégorie. Quand vous avez l'une d'entre elles, vous devez respecter votre périmètre et le régulateur est là pour vérifier si vous respectez le cahier de charges. Je l'ai déjà annoncé, la tolérance administrative est terminée, on a donné un délai, donc ne soyez pas surpris de voir, ils sont nombreux. D'autres sont même inconnus de l'administration et le régulateur est en train, lui aussi, de se préparer pour qu'il y ait une régulation efficace. Dans ses multiples sorties sur les réseaux sociaux, Delors Magellan Kamse Kamga, le président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs, donne 15 jours à Vodafone Cameroun pour rembourser ses clients. Dans une conversation Messenger que nous avons eue avec le fournisseur d'accès Internet, il avoue ne pas pouvoir se prononcer sur la date de reprise des activités, mais rassure tout de même sur la restauration entière des forfaits interrompus au moment de la suspension.
Nous sommes à Douala, devant le siège de Vodafone Cameroun, où la sécurité a été sommée de nous interdire l'accès aux locaux. Le parking est bondé de véhicules, chose qui atteste de la présence de certains employés sur le site. Pourtant, on nous fera comprendre que les responsables sont soit à Yaoundé pour négociation pour les uns, soit en congé pour les autres. Quel sort sera réservé aux multiples employés de cette compagnie? Et qu'en est-il finalement de la somme d'argent déboursée par les consommateurs? Des questions qui pour l'heure restent sans réponse. Nous sommes François Dikoumé et Kate Diarra pour Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, la communauté internationale veut voir clair sur l'année électorale 2018 au Cameroun. Cependant, une mission de la francophonie en séjour à Yaoundé ignore à quel point le flou persiste autour de ce calendrier électoral et l'opposition camerounaise regrette sa mise à l'écart d'une telle évaluation d'un processus électoral très critiqué dans le pays. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. La mission d'évaluation de la francophonie débarque à Yaoundé dans un contexte marqué par le flou total sur le calendrier électoral. Alors que moins d'un an nous sépare des échéances de 2018, aucun indicateur ne rassure quant à la tenue effective des différents scrutins, ce qui n'est pas du goût des acteurs politiques de l'opposition. À l'Assemblée, on n'a pas parlé des prochaines élections. Dans le budget, on n'a pas pris en compte les prochaines élections, mais en back-office, le gouvernement travaille avec ses amis, la francophonie, avec les institutions étrangères, pour des élections qui concernent le Cameroun et les Camerounais. C'est une démarche bien curieuse et on se pose bien la question de savoir, à la fin, ces organisations viennent valider la volonté du régime en place ou alors viennent vraiment observer des élections. À l'Union démocratique du Cameroun, l'on dit avoir été informé de la visite d'évaluation de la francophonie via les médias, alors même que les partis politiques, notamment de l'opposition, devraient être associés à la mission des observateurs de la francophonie. On se serait attendu d'en être informé, parce qu'on ne peut pas aller aux élections au Cameroun si ce n'est à travers les partis politiques. Donc, en tant qu'acteur, on devait être les premiers à attendre cette mission et à être au courant de sa venue. Comme j'ai appris que la mission sera reçue par le président de l'Assemblée nationale, certainement le président du Sénat, le Premier ministre, le président de la Commission des droits de l'homme, s'ils viennent au Cameroun pour les élections et se contentent d'être reçus par une partie, ça veut dire qu'on est en droit de rien attendre d'eux. Mais les partis politiques de l'opposition se tiennent prêts à remettre au goût du jour les manquements qui avaient déjà été portés à l'attention de la francophonie lors des dernières élections et qui sont malheureusement restés lettres mortes. Je leur poserai la question de savoir s'ils ont réceptionné les PV, les preuves de fraude des dernières élections que nous avons pris le soin de scanner patiemment. Près de 600 faux PV et qu'on leur a envoyé dans un CD. Ils n'ont jamais accusé réception. Pourtant, ils s'étaient empressés de féliciter M. Biya et de dire que les élections s'étaient très bien passées. Nous attendons la révision de la Constitution, la révision du Code électoral. En tant qu'acteurs politiques, nous disons qu'il y a déjà un problème parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant d'aller aux élections dans notre pays. Aux élections transparentes, aux élections vraiment justes. La mission d'évaluation de la francophonie quitte le Cameroun le 22 septembre prochain. Elle a 4 jours pour toucher du doigt la réalité de la préparation des multiples scrutins prévus l'année prochaine. Pendant ce temps, le SDF prépare son congrès ordinaire prévu en octobre prochain et tous les regards sont tournés vers celui qui sera candidat à la tête du parti. Est-ce que Ni John Frundi va remplir pour un nouveau mandat à la tête du SDF ou alors Joshua aussi va sortir de l'ombre du chairman du SDF pour être candidat à l'élection présidentielle prévue en 2018? Élément de réponse dans ce reportage de Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Si le comité exécutif du Social Democratic Front n'a pas manqué de préciser sa position une nouvelle fois sur l'actualité nationale, notamment la crise anglophone, le NEC a davantage consacré ses travaux durant le week-end à Bamenda aux préparatifs du congrès ordinaire du parti, qui se tient le mois prochain. C'est un congrès au cours duquel les membres des principaux organes dirigeants du SDF devront faire face aux élections.
La présidence du parti, occupée par Ni John Fundi, sera également remise en jeu. Mais au Shadow Cabinet, l'on préfère attendre de voir qui lèvera la tête face au chairman. Nous attendons que le congrès soit convoqué. D'ailleurs, ce sera en octobre. Et nous verrons qui sont ceux qui veulent postuler à divers postes. Et à ce moment-là, s'il y a un candidat qui veut, n'est-ce pas, être président national du parti, les congressistes aviseront bien évidemment le chairman. À chaque élection où il est passé, il n'a jamais été désigné, il a toujours été élu. Quand bien même il a été seul à son poste comme lors du dernier congrès, les organisateurs ont insisté que, quoi qu'étant seul, que les militants aillent voter. Et le vote s'est passé à bulletin secret. Lors de la commémoration de la semaine des martyrs, le vice-président du SDF, Joshua aussi, pendant sa prise de parole, avait insisté sur la nécessité de l'alternance au sommet de l'État en 2018. Des propos qui ont vite fait croire à plus d'un qu'il comptait s'y présenter. Un simple sous-entendu, affirme le Shadow Cabinet. Je ne sais pas les interprétations que les gens ont pu faire, n'est-ce pas, de ces prises de position lors de la commémoration, n'est-ce pas, de la mort de Ruben Oumniobé. Mais moi, je le dis clairement et de façon froide, je n'ai jamais entendu dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2018. Bon, ben maintenant, il lui appartient à lui, s'il veut bien se lancer, de faire cette déclaration. De toutes les façons, chez nous, on ne désigne pas, il n'y a pas de candidat naturel. Il y a un congrès extraordinaire qui est organisé chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Et si les candidats, une fois de plus, je dis, il lui appartient, n'est-ce pas, de le déclarer formellement. Et s'il le fait, il est libre de le faire, mais s'il le fait, il ne sera pas désigné, il ira, n'est-ce pas, aux élections, au cas où il y a un autre candidat. Il ne reste donc plus qu'à attendre le congrès ordinaire du SDF le mois prochain pour être fixé sur les ambitions des uns et des autres. Après 8 mois passés dans l'enfer carcéral, Aya-Paul Abiné est sorti de sa réserve pour accorder une interview exclusive à Equinox Télévision, interview durant laquelle ce magistrat hors hiérarchie qui avait été placé en détention alors qu'il était encore en fonction à la Cour suprême évoque ces 8 mois difficiles à la fois pour sa famille mais aussi pour son parti politique. Vous le voyez dans une interview accordée dans le cadre de l'émission Géopolis présentée par Guy Zogo. Vous le voyez en image. Ils ont évoqué tour à tour la crise anglophone, mais aussi les nombreuses questions d'actualité, ses rapports avec le président de la République du Cameroun, mais aussi sa candidature probable pour l'année 2018. Aya-Paul Abiné qui a accordé une interview exclusive dans le cadre de l'émission Géopolis, présentée par Guy Zogo, mais aussi de Inside, présentée par Forhan Sankandi. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Non, je suis resté pendant 223 jours sans que personne ne me dise pourquoi j'étais au CED. Je peux dire qu'il appartient à tout Camerounais qui est en doute de sillonner tous les hôpitaux de l'État, tous les hôpitaux privés dans ce pays entre 1998 et janvier de cette année, et il viendra me dire si on peut trouver mon nom peut-être 2 fois dans quelconque hôpital du pays. Donc il est sans doute vrai que c'est mon séjour au CED qui m'a causé les dégâts. Je peux dire des dégâts irréparables, parce que actuellement je ne peux rien voir, je ne peux même pas voir les formes avec l'œil gauche. Et tout à coup, je suis devenu un malade cardiaque. Même mes avocats étaient refoulés parfois, donc personne n'était autorisé à m'adresser. Ta parole. Si bien qu'un jour, un journaliste m'a dit bonjour, et il était enfermé. Ah oui. Il n'était libéré qu'avec l'intervention d'un avocat. Si bien que ce journaliste était arrivé là, il passait par là. Oui, il passait. On avait arrêté une relation à lui. Et puis il était venu lui rendre visite. Puisqu'il m'a reconnu, il m'a dit bonjour, et c'était tout. Si bien que même les avocats qui venaient pour des affaires autres que la mienne
Donc cet entretien exclusif que Aya-Paul Abiné a accordé à Gizogo dans le cadre de l'émission Géopolis, mais aussi dans le cadre de Inside, émission présentée par Forhan Sontiandi. Vous pourrez réécouter et suivre à nouveau en intégralité ces deux émissions demain soir sur Equinox Télévision. Vous pouvez également les suivre sur YouTube, sur la chaîne Equinox TV. Et le président de la République, après avoir ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre Aya-Paul Abiné et d'autres personnes, il a pris la route pour New York, où il assiste à l'Assemblée générale des Nations Unies, et il doit prendre part à deux réunions importantes. Ce lundi, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État doit assister à une première réunion sur la réforme de l'ONU sur initiative du président américain Donald Trump, et également une deuxième réunion qui porte sur les abus sexuels concernant les missions de maintien de la paix dans le monde. Paul Biya qui doit s'exprimer à la tribune des Nations Unies vendredi. La participation du Cameroun, quel enjeu à l'Assemblée générale des Nations Unies? Esquisse de réponse avec Gizogo dans ce reportage. La participation du chef de l'État camerounais à la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York amène à se demander si cette instance peut être d'un apport dans la résolution de la crise anglophone et la lutte contre Boko Haram. Au sujet de la crise anglophone, il y a bien des arguments à faire valoir. En ce qui concerne le Cameroun et particulièrement la crise anglophone, le gouvernement du Cameroun a quand même des arguments à faire valoir au regard des mesures qui ont été prises avec l'ouverture d'une section à l'ENAM, avec l'ouverture des facultés de common law et puis la détente avec la libération de quelques têtes de proue du consortium anglophone. Donc je pense qu'il y a un processus qui est engagé et le dialogue reste ouvert. Les rencontres internationales peuvent s'avérer fort utiles. Des rencontres diplomatiques peuvent lui permettre de résoudre ce problème anglophone parce que la communauté internationale, c'est aussi la diplomatie, c'est l'apaisement, c'est la recherche de paix. Donc on peut rencontrer des personnalités qui peuvent lui donner quand même un autre canevas, ajouter d'autres éléments parce que tout n'a pas été parfait aujourd'hui. Les gens se plaignent d'un gouvernement répressif, de la violation flagrante des droits de l'homme, du procès qui n'est pas équitable lorsque les gens sont interpellés, incarcérés. Donc je pense qu'il peut quand même avoir un encadrement international à ce niveau. Toutefois, la solution à cette question reste camerounaise. Mais quant à la résolution de la crise elle-même, je pense qu'elle prend la forme d'un hydre. Vous savez que l'hydre, ça a 7 têtes. Et que chaque fois qu'on essaie de couper une tête à résoudre un autre problème renaît. Donc cela reste complexe. Ça concerne, je pense, pour la majorité des cas, les Camerounais eux-mêmes, c'est-à-dire anglophones et gouvernement de la République. Pour ce qui est de Boko Haram, la sortie de Paul Biya à la tribune des Nations Unies ne pourra que recouvrir une dimension symbolique. Le discours du président de la République à la tribune prend la forme d'une symbolique. C'est la dimension symbolique, c'est-à-dire qui est très morale et très immatérielle. Parce que l'ONU ne dispose pas d'une force militaire, ne peut que lancer cette symbolique de la paix et de la sécurité internationale. Une fois de plus, c'est au Cameroun et à l'échelle régionale qu'il faut trouver la réponse à cette crise. C'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent se battre sur le front. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au nord Cameroun avec les soldats qu'on peut, avec les populations, les volontaires qui se battent. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ONU même est dépassé en Centrafrique. Je pense que la résistance du peuple camerounais et surtout l'exemplarité de nos forces au front, ce n'est que par ça que passera la paix, la paix et puis la résolution du problème de Boko Haram au Cameroun. Donc, des défis qui, s'ils trouvent un écho jusqu'aux Nations Unies à New York, n'en restent pas moins très localisés. Des communautés chrétiennes sont exaspérées de la crise au sein de l'église évangélique du Cameroun, à Fumban, Bafoussam et Banganté. Elles ont condamné l'ingérence des autorités et décrié la partialité de la justice dans le contentieux post-électoral à l'église évangélique du Cameroun. Ambiance de contestation dans quelques paroisses évangéliques avec Mama Soufor, Dallas Chana et Jean-Paul Chouniat. À la sortie du culte en matinée de dimanche, des fidèles des paroisses EEC de la MIFI sont dans la rue. Ils protestent contre les vagues de la tempête post-électorale qui agite encore la grande famille de l'église évangélique du Cameroun. Tous disent non à une crise de trop au Cameroun. Avec la crise anglophone qui n'est pas totalement terminée, avec Boko Haram qui continue à faire quelques petits assauts,
il ne serait pas bon que l'Église se sente attaquée dans sa statue, dans son intimité, dans son calme. Brandissant pancarte à travers la ville de Bafoussam, des messages récusent la déportation des affaires de l'Église de Dieu devant le tribunal des hommes, grand pécheur depuis la nuit des temps. Si la MIFI a choisi la rue pour s'exprimer, les fidèles EEC du Noun, pour s'épargner des tracasseries administratives, se réunissent au temple Ndambasi et de Fumban. Les messages du non à l'ingérence des autorités dans les affaires de l'Église tonnent très fort. Nous voulons dire non à ces autorités de notre pays qui s'ingèrent à l'Église. Les destin de notre Église sont là. Les affaires de l'Église sont gérées à l'Église. Les voix les plus autorisées condamnent les tireurs de ficelles dans l'ombre et l'arbitrage de la justice camerounaise dans le contentieux post-électoral du synode de Ngaoundéry. Toute l'Église dans le monde se réunit ici pour dire aux autorités, pour dire à la justice camerounaise et pour dire à tous les groupuscules qui sont cachés derrière cette histoire que Jésus-Christ n'a jamais négocié sa gloire. Et l'Église évangélique est une Église qui est fondée sur cette autorité. Nous sommes décidés à être jusqu'au boutisme. Nous allons aussi sortir dans les rues. Pourquoi de l'autre côté ils sortent, le gouvernement n'agit pas? Ces autorités les laissent. On n'était pas au conseil synodal général extraordinaire. Conférence de presse, on refuse. Par rapport à quoi? Aujourd'hui, anciens d'églises et conseillers paroissiaux redoutent l'ébranlement de la foi des milliers de fidèles devant la spectacularisation d'un feuilleton politico-judiciaire, du moins déshonorant pour l'Église de Dieu. Est-ce que ceux-là ont pensé à des milliers de fidèles qui sont en train de vouloir perdre la foi à cause de la situation que l'Église est en train de vivre? Ça, c'est du jamais vu, du jamais entendu. Il faut qu'ils restent rassurés. Qu'ils soient rassurés que ce petit désordre qui est en train de se passer, Dieu va instaurer l'ordre parce qu'il reste un Dieu d'ordre. De la bouche du premier vice-président national de l'EEC, révérend Joël Kopp-Bernard, la presse apprendra que la prochaine audience entre les deux factions de l'Église évangélique du Cameroun se tient le 25 septembre courant. Affaire à suivre. Et en sport football, le tapis rouge est déjà déroulé pour Heading Sport. À 2 jours de la fin de la saison de football, le champion du Cameroun a reçu les honneurs de la Ligue de football professionnel et du comité de normalisation au stade militaire de Yaoundé. C'était lors d'un match avancé de la 32e journée de Ligue 1 et Heading Sport de la Lekié a battu Colombe Dunga et Lobo 1-0. Cette performance de ce club sera au menu de 100% foot, émission à suivre juste après ce journal de 20h, 100% foot présenté par Étienne Pascal Azégué. Et je vous le disais en titre, une enquête judiciaire est ouverte au cœur d'une escroquerie immobilière évaluée à plus d'1 milliard de francs CFA. La suspecte numéro 1 n'est autre que la promotrice de ce projet controversé de construction des logements à Douala. Elle est convoquée à la police judiciaire. Comment en est-on arrivé là durant près de 7 ans où au moins 200 familles ont déboursé plus d'1 milliard de francs CFA dans l'espoir d'acquérir un logement? La supercherie a été découverte, mais la promotrice s'en défend. Enquête d'Equinox Télévision à suivre dans ce reportage signé Donald Anouzoua. Suivez-nous, on va faire le tour. On va regarder le terrain pour voir là où elle pense qu'elle va continuer. La crise de logement que traverse le Cameroun a amené les opérateurs privés à multiplier les initiatives, à même d'accompagner les politiques publiques élaborées pour les besoins de la cause. C'est ainsi qu'en juin 2010, la société Southwest International Construction Corporation, en abrégé SICC, branche camerounaise d'une firme présentée comme un groupe américain, lançait ses activités au Cameroun. Du haut de ses supposées 40 années d'expérience dans le développement immobilier, la SICC proposait de construire en périphérie de Douala une cité d'habitation au standing en 3 types de logements pour un prix compris entre 26 et 46 millions de francs CFA en frais de souscription. À travers cette maquette en images, la SICC n'a pas tardé à convaincre 182 Camerounais de classe moyenne vivant tant à l'intérieur que hors des frontières nationales désirés de s'offrir un toit à souscrire au projet qui prévoyait la livraison de la maison au bout de 4 mois seulement.
Le Crédit foncier du Cameroun, qui s'était déclaré partenaire du projet, va renforcer la confiance des 182 familles qui vont chacune verser des montants allant de 2,5 millions à 47 millions de francs CFA, soit au Crédit foncier du Cameroun pour la plupart ou à la SICC pour quelques-uns. 7 ans plus tard, aucune construction n'est en vue et le préjudice immédiat pour les acquéreurs s'élève au total à plus d'1 milliard de francs CFA. Et c'est pour informer l'opinion nationale et internationale de l'arnaque dont ils sont victimes que les membres de l'association des propriétaires de logements du Garden Community de la SICC se sont confiés aux médias à travers une conférence de presse. Et depuis 2010, donc, beaucoup d'entre nous ont donné de leurs moyens financiers à hauteur de 10% pour certains, 50% pour d'autres et même 100% pour d'autres aussi. Et rendu à ce jour, rien n'est fait sur le terrain et on constate qu'on n'a même pas d'interlocuteur autour de SICC pour nous dire ce qu'il en retourne. Donc nous pensons que c'est de la flagornerie. La Southwest International Construction Corporation, qui a bénéficié de l'agrément du ministère camerounais de l'Habitat et du Développement Urbain, a, dans son opération de charme, séduit les Camerounais de la diaspora. Je suis venu spécialement ici au pays pour disséminer l'information concernant ce projet et nous avons une très grande déception qui court dans la diaspora, les gens qui sont anarchés de gauche à droite, et voilà encore un grand projet qui devait fonctionner et qui ne fonctionne pas. Donc nous espérons que à travers cette conférence de presse, que les gens auront l'information de faire attention prochainement pour que ce genre d'actions similaires ne se reproduisent pas. Sur le site du projet Ayassa par Mbanga Bakoko, lieu dit Grande Tram, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, seuls 3 bâtiments en guise de logement témoins sur les 180 promis sont sortis de terre. Un cliché qui confirme l'hypothèse d'escroquerie à grande échelle brandie par les acquéreurs qui ont en face Dame Brigitte Sopongale, la directrice de l'entreprise incriminée, qui demande à ses clients de continuer à prendre leur mal en patience. Le projet va être livré sur une période de 24 mois. C'est-à-dire qu'on ne livre pas toutes les maisons le même jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore terminé. Et c'est vrai, il y a un problème. C'est un problème de financement. Nous avons commencé d'abord en 2012. Nous nous sommes rapprochés du CFC pour avoir ce qu'on appelle le crédit promoteur. Parce que tout ce que les clients nous ont donné, on appelle ça le crédit acquéreur. Mais en tant que promoteur, nous avons d'abord mis nos propres fonds. Ensuite, les clients ont mis leurs fonds. Aucune banque, même le crédit foncier, ne nous a pas donné un crédit promoteur. Des propositions rejetées en bloc par les acquéreurs. Il est évident que le chantier sur lequel nous nous trouvons est un chantier à l'abandon, mais elle continue de nous entretenir dans un vain espoir qu'elle va construire des maisons avec des mots, comme elle a construit des maisons avec des mots depuis 2010. Dernière nouvelle, sans avoir jamais contacté un seul de ses clients pour convenir de la modification du contrat au lieu des maisons qu'elle nous a promises. Maintenant, elle dit qu'elle est en train de construire des immeubles. Mais pour qui? Ce ne sont pas les engagements qu'elle a pris avec nous. Nous n'avons jamais donné d'accord pour que nous soyons logés dans des appartements. Et ça, c'est même à considérer que ces maisons, ces immeubles pourraient être construits. Nous voyons bien que Mme Sopon n'a aucune réponse sérieuse à nos questions. Alors nous sommes convaincus que c'est en toute conscience que Mme Sopon nous a mis dans cette situation. La solidité des maisons de rêve et leur durée dans le temps ne rassure guère les acquéreurs déterminés à récupérer leur argent. Ça, c'est une maison témoin qui est supposée être la meilleure. Cette maison vaut 50 millions de francs dans les caisses de Mme Sopon. Elle n'a jamais été habitée parce que celui qui est entré, après quelques temps, dès que la saison des pluies a commencé, il a eu à désister, il était inondé tous les jours. Donc cette maison, qui a fait moins d'un an, bien moins d'un an, est dans cet état et vaut 50 millions de francs. Regardez, ça c'est les déchets. Ça c'est les déchets. Et c'est ce qui est l'élément et le matériau constitutif de ce logement. Nous avons donné un financement direct. Toutes nos économies, de plus de 10 ans, nous avons versé.
Comptez, ça fait 17 ans parti en fumée comme ça à cause de cette femme. Les 180 acquéreurs du projet, 180 logements de Mbanga Bakoko, dépités par des années de promesses non tenues et d'attentes éreintantes, se disent résolus à saisir les autorités et instances nationales et internationales pour obtenir justice et réparation des préjudices subis du fait de la SICC à qui le gouvernement camerounais aurait attribué la reconstruction du marché Congo à Douala. Et la promotrice de ce projet controversé de construction des logements à Douala est convoquée à la police judiciaire à Yaoundé. Elle est considérée comme suspecte numéro 1 dans cette affaire où les Camerounais ont perdu plus d'1 milliard de francs CFA. Un public reportage dans ce journal, la maison du parti brille de 1000 feux à Bafoussam, rénové grâce au célèbre homme d'affaires Sylvestre Ngouchingue. Cet ouvrage a été retrocédé au haut cadre politique du RDPC à Bafoussam. Reportage. Devenue l'ombre d'elle-même depuis près de 2 décennies, la maison du parti de Bafoussam ventile à nouveau une mine de beauté, entièrement réfectionnée de la toiture à la charpente, de la peinture des murs au revêtement du sol, des bureaux à sa salle des fêtes ou encore les lieux d'aisance et les ouvertures. Le cadre est bien luxueux. Ce travail, je l'avais prévu pour 3 mois, mais je me suis retrouvé à faire 12 mois. Oui, parce que le bâtiment était vraiment délabré. Il fallait le remettre à l'état que vous êtes en train de constater. Une fois mis à jour, tous les bureaux de la bâtisse ont été équipés en mobilier. La salle des fêtes relookée et regarnie de près de 1500 chaises. La ventilation et la sonorisation flambant neuf. Une médiathèque high-tech. Rénovation et équipement de la maison du parti de Bafoussam, c'est l'œuvre d'un militant RDPC, Sylvestre Ngouchingue, le président directeur général des poissonneries Congelcam, retrocédant ici les clés au sultan Ibrahim Bobondjoya, président de la délégation permanente régionale du Parti pour l'Ouest, en présence du secrétaire général du comité central Jean Kouété, ainsi que tous les grands camarades et militants de base. Le geste de Sylvestre Ngouchingue fait dire aux militants RDPC de l'Ouest sans risque de se tromper que la maison du parti est le plus bel édifice de Bafoussam et de la région. La maison du parti du département, la maison du parti de la région de l'Ouest a été entièrement rénovée par un grand homme, un grand monsieur Ngouchingue Sylvestre, avec tout ce qu'il a fait pour nous depuis qu'il est à la tête de la délégation départementale. Qu'il sache que les militants sont avec lui. Nous ne ménagerons jamais nos efforts pour le soutenir. En présence de toute la famille politique de la région de l'Ouest et les cadres du comité central du RDPC, Ibrahim Bobondjoya, bouche la plus autorisée, a émis le vœu de voir la maison du parti rénovée, accueillir le prochain congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision, juste après ce journal 100% foot, présenté par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Réparable. Parce que actuellement, je ne peux rien voir. Je ne peux même pas voir les formes avec l'œil gauche. Et tout à coup, je suis devenu un malade cardiaque. Même mes avocats étaient refoulés parfois. Donc personne n'était autorisé à m'adresser. La parole. Si bien qu'un jour, un journaliste m'a dit bonjour et il était enfermé. Ah oui. Il n'était libéré qu'avec l'intervention d'un avocat. Si bien que ce journaliste était arrivé là, il passait par là. Oui, il passait. On avait arrêté une relation à lui. Et puis il était venu lui rendre visite. Puisqu'il m'a reconnu, il m'a dit bonjour et c'était tout.
Si bien que même les avocats qui venaient pour des affaires autres que la mienne. Donc cet entretien exclusif que Aya-Paul Abiné a accordé à Gizogo dans le cadre de l'émission Géopolis, mais aussi dans le cadre de Inside, émission présentée par Forhan Sonkandi. Vous pourrez réécouter et suivre à nouveau en intégralité ces deux émissions demain soir sur Equinox Télévision. Vous pouvez également les suivre sur YouTube, sur la chaîne Equinox TV. Et le président de la République, après avoir ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre Aya-Paul Abiné et d'autres personnes, il a pris la route pour New York où il assiste à l'Assemblée générale des Nations Unies et il doit prendre part à deux réunions importantes. Ce lundi, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État doit assister à une première réunion sur la réforme de l'ONU sur initiative du président américain Donald Trump. Et également une deuxième réunion qui porte sur les abus sexuels concernant les missions de maintien de la paix dans le monde. Paul Biya qui doit s'exprimer à la tribune des Nations Unies vendredi. La participation du Cameroun, quel enjeu à l'Assemblée générale des Nations Unies? Esquisse de réponse avec Gizogo dans ce reportage. La participation du chef de l'État camerounais à la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York amène à se demander si cette instance peut être d'un apport dans la résolution de la crise anglophone et la lutte contre Boko Haram. Au sujet de la crise anglophone, il y a bien des arguments à faire valoir. En ce qui concerne le Cameroun et particulièrement la crise anglophone, le gouvernement du Cameroun a quand même des arguments à faire valoir au regard des mesures qui ont été prises avec l'ouverture d'une section à l'ENAM, avec l'ouverture des facultés de common law et puis la détente avec la libération de quelques têtes de proue du consortium anglophone. Donc je pense qu'il y a un processus qui est engagé et le dialogue reste ouvert. Les rencontres internationales peuvent s'avérer fort utiles. Des rencontres diplomatiques peuvent lui permettre de résoudre ce problème anglophone parce que la communauté internationale, c'est aussi la diplomatie, c'est l'apaisement, c'est la recherche de paix. Donc, on peut rencontrer des personnalités qui peuvent lui donner quand même un autre canevas, ajouter d'autres éléments parce que tout n'a pas été parfait aujourd'hui. Les gens se plaignent d'un gouvernement répressif, de la violation flagrante des droits de l'homme, du procès qui n'est pas équitable lorsque les gens sont interpellés, incarcérés. Donc je pense qu'il peut quand même avoir un encadrement international à ce niveau. Toutefois, la solution à cette question reste camerounaise. Mais quant à la résolution de la crise elle-même, je pense qu'elle prend la forme d'un hydre. Vous savez que l'hydre, ça a 7 têtes. Et que chaque fois qu'on essaie de couper une tête à résoudre un autre problème renaît. Donc cela reste complexe. Ça concerne, je pense, pour la majorité des cas, les Camerounais eux-mêmes, c'est-à-dire anglophones et gouvernement de la République. Pour ce qui est de Boko Haram, la sortie de Paul Biya à la tribune des Nations Unies ne pourra que recouvrir une dimension symbolique. Le discours du président de la République à la tribune prend la forme d'une symbolique. C'est la dimension symbolique, c'est-à-dire qui est très morale et très immatérielle. Parce que l'ONU ne dispose pas d'une force militaire, ne peut que lancer cette symbolique de la paix et de la sécurité internationale. Une fois de plus, c'est au Cameroun et à l'échelle régionale qu'il faut trouver la réponse à cette crise. C'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent se battre sur le front. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au nord Cameroun avec les soldats qu'on peut, avec les populations, les volontaires qui se battent. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ONU même est dépassé en Centrafrique. Je pense que la résistance du peuple camerounais et surtout l'exemplarité de nos forces au front, ce n'est que par ça que... Il sera candidat à la tête du parti. Est-ce que Ni John Frondi va remplir pour un nouveau mandat à la tête du SDF ou alors Joshua aussi va sortir de l'ombre du chairman du SDF pour être candidat à l'élection présidentielle prévue en 2018. Élément de réponse dans ce reportage de Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangao. Si le comité exécutif du Social Democratic Front n'a pas manqué de préciser sa position une nouvelle fois sur l'actualité nationale, notamment la crise anglophone, le NEC a davantage consacré ses travaux durant le week-end à Bamenda aux préparatifs du congrès ordinaire du parti qui se tient le mois prochain. C'est un congrès au cours duquel les membres des principaux organes dirigeants du SDF devront faire face aux élections. La présidence du parti, occupée par Ni John Frondi, sera également remise en jeu. Mais au shadow cabinet, l'on préfère attendre de voir qui lèvera la tête face au chairman. Nous attendons que le congrès soit convoqué. D'ailleurs, ce sera en octobre. Et nous verrons qui sont ceux qui veulent postuler à divers postes. Et à ce moment-là, s'il y a un candidat qui veut être président national du parti, les congressistes
aviseront bien évidemment le chairman. À chaque élection où il est passé, il n'a jamais été désigné, il a toujours été élu. Quand bien même il a été seul à son poste comme lors du dernier congrès, les organisateurs ont insisté que quoi qu'étant seul, que les militants aillent voter. Et le vote s'est passé à bulletin secret. Lors de la commémoration de la semaine des martyrs, le vice-président du SDF, Joshua aussi, pendant sa prise de parole, avait insisté sur la nécessité de l'alternance au sommet de l'État en 2018. Des propos qui ont vite fait croire à plus d'un qu'il comptait s'y présenter. Un simple sous-entendu, affirme le Shadow Cabinet. Je ne sais pas les interprétations que les gens ont pu faire, n'est-ce pas, de ces prises de position lors de la commémoration, n'est-ce pas, de la mort de Ruben Oumniobé, mais moi, je le dis clairement et de façon froide, je n'ai jamais entendu dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2018. Bon, ben maintenant, il lui appartient à lui, s'il veut bien se lancer, de faire cette déclaration. De toutes les façons, chez nous, on ne désigne pas, il n'y a pas de candidat naturel. Il y a un congrès extraordinaire qui est organisé chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Et si les candidats, une fois de plus, je dis, il lui appartient, n'est-ce pas, de le déclarer formellement. Et s'il le fait, il est libre de le faire, mais s'il le fait, il ne sera pas désigné, il ira, n'est-ce pas, aux élections, au cas où il y a un autre candidat. Il ne reste donc plus qu'à attendre le congrès ordinaire du SDF le mois prochain pour être fixé sur les ambitions des uns et des autres. Après 8 mois passés dans l'enfer carcéral, Aya-Paul Abiné est sorti de sa réserve pour accorder une interview exclusive à Equinox Télévision, interview durant laquelle ce magistrat hors hiérarchie qui avait été placé en détention alors qu'il était encore en fonction à la Cour suprême évoque ces 8 mois difficiles à la fois pour sa famille mais aussi pour son parti politique. Vous le voyez dans une interview accordée dans le cadre de l'émission Géopolis présentée par Guy Zogo. Vous le voyez en image. Ils ont évoqué tour à tour la crise anglophone, mais aussi les nombreuses questions d'actualité, ses rapports avec le président de la République du Cameroun, mais aussi sa candidature probable pour l'année 2018. Aya-Paul Abiné qui a accordé une interview exclusive dans le cadre de l'émission Géopolis, présentée par Guy Zogo, mais aussi de Inside, présentée par Forhan Sankandi. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Non, je suis resté pendant 223 jours sans que personne ne me dise pourquoi j'étais au CED. Je peux dire qu'il appartient à tout Camerounais qui est en doute de sillonner tous les hôpitaux de l'État, tous les hôpitaux privés dans ce pays entre 1998 et janvier de cette année, et il viendra me dire si on peut trouver mon nom peut-être 2 fois dans quelconque hôpital du pays. Donc il est sans doute vrai que c'est mon séjour au CED qui m'a causé les dégâts. Je peux dire des dégâts irréparables. Régulation efficace dans ses multiples sorties sur les réseaux sociaux de Laure Magellan Kamse Kamga, le président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs, donne 15 jours à Vodafone Cameroun pour rembourser ses clients. Dans une conversation Messenger que nous avons eue avec le fournisseur d'accès Internet, il avoue ne pas pouvoir se prononcer sur la date de reprise des activités, mais rassure tout de même sur la restauration entière des forfaits interrompus au moment de la suspension. Nous sommes à Douala, devant le siège de Vodafone Cameroun, où la sécurité a été sommée de nous interdire l'accès aux locaux. Le parking est bondé de véhicules, chose qui atteste de la présence de certains employés sur le site. Pourtant, on nous fera comprendre que les responsables sont soit à Yaoundé pour négociation pour les uns, soit en congé pour les autres. Quel sort sera réservé aux multiples employés de cette compagnie? Et qu'en est-il finalement de la somme d'argent déboursée par les consommateurs? Des questions qui pour l'heure restent sans réponse. Nous sommes François Dikoumé et Kate Diarra pour Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, la communauté internationale veut voir clair sur l'année électorale 2018 au Cameroun. Cependant, une mission de la francophonie en séjour à Yaoundé ignore à quel point le flou persiste autour de ce calendrier électoral
et l'opposition camerounaise regrette sa mise à l'écart d'une telle évaluation d'un processus électoral très critiqué dans le pays. Reportage Joël Essengue et Marcelin Ganson. La mission d'évaluation de la francophonie débarque à Yaoundé dans un contexte marqué par le flou total sur le calendrier électoral. Alors que moins d'un an nous sépare des échéances de 2018, aucun indicateur ne rassure quant à la tenue effective des différents scrutins, ce qui n'est pas du goût des acteurs politiques de l'opposition. À l'Assemblée, on n'a pas parlé des prochaines élections. Dans le budget, on n'a pas pris en compte les prochaines élections, mais en back-office, le gouvernement travaille avec ses amis, la francophonie, avec les institutions étrangères, pour des élections qui concernent le Cameroun et les Camerounais. C'est une démarche bien curieuse et on se pose bien la question de savoir, à la fin, ces organisations viennent valider la volonté du régime en place ou alors viennent vraiment observer des élections. À l'Union démocratique du Cameroun, l'on dit avoir été informé de la visite d'évaluation de la francophonie via les médias, alors même que les partis politiques, notamment de l'opposition, devraient être associés à la mission des observateurs de la francophonie. On se serait attendu d'en être informé, parce qu'on ne peut pas aller aux élections au Cameroun si ce n'est à travers les partis politiques. Donc, en tant qu'acteur, on devait être les premiers à attendre cette mission et à être au courant de sa venue. Comme j'ai appris que la mission sera reçue par le président de l'Assemblée nationale, certainement le président du Sénat, le Premier ministre, le président de la Commission des droits de l'homme, s'ils viennent au Cameroun pour les élections et ils se contentent d'être reçus par une partie, ça veut dire qu'on est en droit de rien attendre d'eux. Mais les partis politiques de l'opposition se tiennent prêts à remettre au goût du jour les manquements qui avaient déjà été portés à l'attention de la francophonie lors des dernières élections et qui sont malheureusement restés lettres mortes. Je leur poserai la question de savoir s'ils ont réceptionné les PV, les preuves de fraude des dernières élections que nous avons pris le soin de scanner patiemment. Près de 600 faux PV et qu'on leur a envoyé dans un CD. Ils n'ont jamais accusé réception. Pourtant, ils s'étaient empressés de féliciter M. Biya et de dire que les élections s'étaient très bien passées. Nous attendons la révision de la Constitution, la révision du Code électoral. En tant qu'acteurs politiques, nous disons qu'il y a déjà un problème parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant d'aller aux élections dans notre pays. Aux élections transparentes, aux élections vraiment justes. La mission d'évaluation de la francophonie quitte le Cameroun le 22 septembre prochain. Elle a 4 jours pour toucher du doigt la réalité de la préparation des multiples scrutins prévus l'année prochaine. Pendant ce temps, le SDF prépare son congrès ordinaire prévu en octobre prochain et tous les regards sont tournés vers celui qui... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la route nationale numéro 3, au bord de la rupture ce lundi, des signes de fissure, signes d'affaissement de la route, ont sémé la panique jusqu'au sommet de l'État. La circulation a été interrompue durant toute la journée. Un véritable manque à gagner pour les opérateurs économiques, un calvaire pour les usagers qui se déplaçaient sur l'axe Douala-Yaoundé. Vous les écouterez. En ouverture de ce journal, une escroquerie, une enquête judiciaire vient d'être ouverte au cœur d'une escroquerie immobilière évaluée à plus d'1 milliard de francs CFA et la suspecte numéro 1 n'est autre que la promotrice de ce projet controversé de construction de plusieurs logements à Douala. Elle vient d'être convoquée à la police à Yaoundé ce soir. Equinox Télévision vous donnera tous les éléments pour comprendre les témoignages accablants des victimes, mais aussi la ligne de défense, la promotrice de ce projet controversé, d'un projet donc immobilier évalué à plusieurs milliards de francs CFA, où plus de 200 familles sont aux abois. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images
de cette route nationale numéro 3. Encore sous les signes d'un affaissement, d'un effondrement d'une buse métallique. Vous le voyez en image, la circulation a été interrompue durant toute la journée. Ce lundi, la route nationale numéro 3, au bord de la rupture, les fissures, signe de l'effondrement de plusieurs buses métalliques, ont sémé la panique. La circulation a été interrompue. Le gouverneur du littoral s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Également, le ministre des Travaux publics est également descendu sur les lieux pour apprécier, évaluer les risques d'effondrement des buses métalliques. Le scénario du cauchemar du 21 octobre 2016 était dans tous les esprits des autorités, mais aussi des populations. Les voies de contournement étaient bien compliquées, notamment entre l'axe Puma et Edea, là où ces buses métalliques se sont en train de s'effondrer au grand désarroi des usagers, vous le voyez en image, qui ont dû se déplacer à pied pour pouvoir contourner le périmètre de danger. Les autorités mobilisées, elles rassurent que toutes les mesures sont en train d'être prises pour réhabiliter ces différentes buses métalliques. C'est la troisième fois en l'espace d'un an que des buses métalliques menacent de s'effondrer et certaines s'effondrent même sur l'axe Douala-Yaoundé. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions des voyageurs qui ont vécu le calvaire durant toute la journée, notamment entre l'axe Puma et Edea, où ces buses métalliques menacent de s'effondrer. Et qu'est-ce qui se passe réellement? On dit que soit le pont a fait commencer à affaisser là-bas devant. On est allé constater, on va trouver qu'un côté le pont s'est affaissé et l'autre côté ça ne s'est pas encore affaissé. On dit donc que les camions chargés ne peuvent pas passer. Donc vous êtes garé là depuis le matin, depuis les alentours de 10 heures. Nous sommes là jusqu'à maintenant. Hein? Depuis les alentours de 10 heures, nous sommes là. On attend, on voit les voitures passer et on ne nous dit rien. Chaque jour, les ponts vont s'affaisser et ça s'est affaissé depuis. C'est un truc qu'on devait arranger depuis fort longtemps. On dit prévention routière, mais cette prévention n'existe pas. Encore une conférence de presse interdite à Yaoundé, alors que les syndicats nationaux des transports routiers souhaitent édifier l'opinion sur les tracasseries et entraves à leur activité au Cameroun. La police a sauté sur les organisateurs pour les empêcher de tenir cette conférence, laquelle venait d'être interdite. Une décision du sous-préfet de Yaoundé 2, critiquée par ces syndicalistes. Je vous propose d'écouter Jean Collins Desfosso, qui s'exprime sur les principales revendications des transporteurs routiers. On a la preuve par neuf que la démocratie est chancelante au Cameroun. Il me semble que les conventions internationales ratifiées par l'État du Cameroun, en l'occurrence la Convention 87 et la Convention 98, donnent le droit aux syndicats de tenir les réunions publiques dans leur siège sans toutefois informer quelque hiérarchie gouvernementale que ce soit. C'est un lieu quand même qui ressortit du système des Nations Unies. Donc nous sommes libres de tenir des réunions dans nos bourses sans informer monsieur le sous-préfet. Et nous étions surpris ce matin d'être envahis carrément par la police qui nous interdisait d'informer l'opinion nationale et internationale sur les problèmes que rencontrent les travailleurs des transports du Cameroun. Le premier, c'est le transport clandestin. Comment peut-on comprendre qu'il y a des gens au Cameroun qui payent les papiers pour exercer une profession et qu'à côté, vous avez des personnes qui exercent une économie parallèle, inférieure le milieu, transportent allègrement, et on vous dit que c'est les policiers qui le font, on vous dit que c'est les gendarmes. Maintenant, quand vous dites au gouvernement, faisons quelque chose, ils vous abandonnent. Le carburant, par exemple, on nous avait dit depuis 2015 que quand les prix sur le marché international grimpent, forcément le prix à la pompe va grimper. Maintenant, lorsque le prix baisse sur le marché international, normalement, les prix devraient baisser. Mais depuis 2015, les prix n'ont pas changé à la pompe. C'est un problème. Depuis 2006, nous avons signé une convention collective pour les transporteurs routiers par camion avec le gouvernement. Depuis 2009, nous avons signé une convention collective pour les transporteurs urbains et interurbains avec le gouvernement. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas appliqué. Comment comprendre un chauffeur, il part de Yaoundé-Bamenda avec 35 passagers dans une coaster, son salaire c'est 35 000 francs à la fin du mois. Comment comprendre un chauffeur, il part de Douala pour Yaoundé avec 70 personnes dans son bus, son salaire c'est 60 000 francs. Salaire qu'on ne paye même presque pas. Vous allez remarquer que très peu sont ces chauffeurs-là qui sont affiliés à la CNPS. Et quand même ils sont mal affiliés,
l'affiliation est minorée. Les chauffeurs ne sont pas des esclaves. Notre pays nous appartient à nous tous. Et il est temps que le gouvernement fasse tout pour jouer son rôle. S'il ne le joue pas, je peux vous rassurer que le 25 septembre, nous allons déposer les véhicules au Cameroun. Vodafone Cameroun subit les foudres de ses abonnés qui ont subi donc cette suspension inexpliquée de la connexion Internet. La Ligue des consommateurs exige le remboursement des frais de connexion des différents abonnés dans un délai de 15 jours. L'entreprise des télécommunications tente de se justifier sans véritablement rassurer ces milliers de Camerounais qui espéraient ainsi avoir une meilleure connexion Internet. Reportage, Kate Diarra. C'est dans la nuit du jeudi 14 septembre 2017 que les abonnés de Vodafone Cameroun ont avec stupéfaction constaté la suspension de leur connexion Internet. Le réseau, qui subissait depuis plusieurs jours déjà de multiples perturbations, a subitement arrêté d'émettre. Ce n'est que le lendemain que des messages liés à cette suspension ont commencé à être livrés aux abonnés. Chers clients, pour des raisons indépendantes à notre volonté, le service est momentanément suspendu. Nos sincères excuses pour le désagrément engendré. Sur la page officielle du fournisseur d'accès Internet, un communiqué officiel a été publié le 15 septembre. Une centaine de réactions de la part des abonnés. D'aucuns compatissent, d'autres par contre sont très en colère. L'abonné Facebook, Matchen Merla, écrit, je cite, « Je fais quoi du modem et du forfait en cours ?» Fin de citation. Balbine Irène Oanda, apparemment revendeuse, les sommes au plus vite de résoudre la difficulté car elle se retrouve, selon ses dires, dans de nombreux problèmes avec des clients. Tandis que Xavier Cascadina va plus loin et menace le fournisseur de le traîner devant les tribunaux. Face à cette pluie de réactions, l'administrateur de la page choisit soit de répondre à certains commentaires, soit tout simplement de garder le silence. Mais à chaque fois, le consommateur est caressé dans le sens du poil, rassuré. En effet, les difficultés de Vodafone Cameroun, fournisseur d'accès Internet, se précisent avec les multiples sorties du ministre des Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, qui sonne la fin de la tolérance administrative dans son secteur d'activité et somme tous ceux qui y évoluent de s'acquitter du paiement de leur licence. La loi au Cameroun permet d'obtenir des autorisations, concessions, licences, première, deuxième catégorie. Quand vous avez l'une d'entre elles, vous devez respecter votre périmètre et le régulateur est là pour vérifier si vous respectez le cahier de charges. Je l'ai déjà annoncé, la tolérance administrative est terminée, on a donné un délai, donc ne soyez pas surpris de voir, ils sont nombreux. D'autres sont même inconnus de l'administration et le régulateur est en train, lui aussi, de se préparer pour qu'il y ait une